Ce que disait Montesquieu, il dit il faut condamner celui qui fait la guerre, mais il faut encore plus condamner celui qui a rendu la guerre inévitable. Et je crois que ça, c'est un élément extrêmement important, c'est que ça faisait 14 ou 15 ans qu'on essayait de pousser la Russie à la faute. Bon, mais ça, c'est un point dont on... C'est pas le sujet, puisque maintenant le problème est fait, ça sert à rien de pleurer sur le lait qui a été renversé. Mais, encore une fois... Il me semble qu'il faut essayer d'aller au fond des choses, là. Et Aristote avait fait une typologie des systèmes politiques. Aristocratie, théocratie, etc. Il avait tout expliqué. Et en fait, il y a une vingtaine d'années, il y a un sociologue anglais qui a publié une étude qui m'avait beaucoup amusé. J'avais publié un papier à l'époque dessus. Il dit, il y a un nouveau système qui est en train d'apparaître devant nos yeux éblouis. C'est l'ineptocratie. C'est-à-dire l'ineptocratie, d'après sa définition, qui est remarquable, c'est un système dans lequel les gens les moins capables de gouverner sont élus par les gens les moins capables de gagner leur vie, tandis que les gens qui sont productifs se voient voler le résultat de leur production pour entretenir des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Et on est en ineptocratie, c'est-à-dire que ça fait maintenant 25 ou 30 ans qu'on a des gens qui sont élus, qui sont incompétents, ineptes. Et c'est un système auquel on n'avait pas pensé, c'est une forme de la démagogie auquel on n'avait pas pensé. Et comment vous vous débarrassez d'une ineptocratie? Regardez, dans le métier de journalisme, quand j'étais gamin, il y avait quand même des journalistes. Et Dieu sait que c'était dans les années de Gaulle et qu'il n'était pas facile, mais enfin, qui n'avait pas peur de dire non. Mais moi, je suis stupéfait de voir à quel point maintenant, vous avez un incident au Stade de France, où il y a des gars qui se font casser la gueule, et on nous explique que c'est la faute des Anglais. Les Anglais eux-mêmes disent, mais pas du tout. Nous, on est arrivés tranquilles, on s'est fait casser la gueule et tout. Et toute la presse française reprend, c'est la faute des Anglais. Non, pas toute la presse. Il y a dû avoir valeur actuelle. Essentiel. Il y a dû avoir valeur actuelle, mais sinon, c'était la faute des hooligans anglais. Mais même qu'ils aient même accepté, alors qu'ils savaient tous que c'était faux. C'est quand même un truc extraordinaire de voir à quel point il y a maintenant une collusion totale, ce qui fait que j'ai un de mes bons amis journalistes qui dit qu'il n'y a que deux sortes de journalistes en France maintenant. Il y a le journaliste honnête et il y a celui qui a un travail. Je n'ai jamais vu aux États-Unis et en France une classe journalistique tellement vendue au pouvoir. Parce que quand j'étais gamin, aux États-Unis, les journaux, les télévisions, les radios étaient détenus par 450 ou 500 familles qui avaient des fiefs locaux, et puis je vous assure que ça y allait entre les... Aujourd'hui, c'est détenu par 5 grands groupes. General Electric, on les connaît tous. Walt Disney, eh bien aujourd'hui c'est la même chose en France, la presse est détenue par 4 ou 5 grands groupes, et vous n'avez plus de concurrence dans l'information. Et je suis persuadé qu'il doit y avoir un petit papier qui sort, je ne sais pas d'où, chaque matin, en disant voilà ce que vous allez dire aux nouvelles aujourd'hui, parce que vous prenez BFM TV, vous prenez TF1, vous prenez France 2, je ne sais pas, il y a le même déroulé des mêmes informations qui vous sont données en même temps. Ça n'est pas possible. Normalement, une conférence de rédaction devrait dire on va parler de ça plutôt que de ça. Or, ils parlent tous en même temps de la même chose. Si je synthétise, vous reprochez à la presse de ne pas faire son rôle éducatif concernant les questions financières. Mais plus personne n'éduque. On a décidé, c'est ce que dit le type Brigelli, là, qui a fait la prédominance, comment on avait appelé ça, vous savez, il avait appelé ça la fabrique de crétins pour l'éducation nationale. Hein. C'était un type qui a été professeur et qui est tout à fait remarquable. Eh bien, lui, il dit que dans les années 90, il y a eu une grande réunion de tous les gens en Europe qui a décidé que ça servait à rien d'éduquer 80% des gens. Qu'il fallait en faire des crétins. Et c'est officiel, ça a été c'était à Lisbonne, ça a été dans le traité. Et qu'il fallait se débrouiller pour avoir une élite de 20%. Mais ça c'est officiel, ça? C'est officiel. Mais ça sort d'où? Ben vous avez qu'à lire Brigelli. Il l'a dit, il cite le texte, il cite tout. Donc, on a décidé de faire de la France une nation de crétins. Et on y est arrivé. Et c'est là où j'en veux énormément à la gauche, c'est que la gauche, c'était quand même
les hussards noirs de la République, si vous voulez, c'était le mythe. C'était par l'éducation qu'on faisait qu'on trouvait Camus, avec Monsieur Germain qui découvrait Camus à Alger, ou avec Pompidou qui arrivait de Montboudif, là, qui faisait Normal Sup. Aujourd'hui, maintenant, la quasi-totalité des promotions de l'ENA, d'HEC, de Sciences Po, etc., viennent de 40 jardins d'enfants à Paris. Il n'y a plus de montée de la France profonde des élites. Vous avez que des gars qui ont été comme des poulets à l'engrais, hein, qui sont tous bêtes à manger du foin, mais qui connaissent les codes pour être reçus. Et je trouve ça, c'est une fragilisation de la France qui est extraordinaire. Puisqu'un système fragile, c'est un système qui ne résiste pas au choc. Or, ces gars-là sont incapables de résister à un choc, ils n'ont jamais rien connu. Donc, il y a une espèce de prise de pouvoir par une classe qui, pour la première fois dans l'histoire de France, n'aime ni le peuple ni la France, et n'aime qu'elle-même. C'est quand même étonnant. Olivier. Bah, je vais donner des noms. J'aime bien. Pas de diffamation, pas d'insulte. Non, il n'y a pas de diffamation. Un garçon comme Gabriel Attal. Qui a quand même bien évolué. Il sort de l'université, le gars, il est engagé dans, je sais plus, le ministère de la Santé comme conseiller. Il n'a jamais rien fait de sa vie. D'accord, il a encore du lait qui lui sort du nez quand on presse dessus. Et le gars, il est conseiller. Conseiller de quoi? Comment veux-tu conseiller? T'as jamais rien fait. T'as jamais travaillé. T'as fait que tes études. T'es sorti de tes études. On fait l'avocat du diable. Le ministre a détecté un nouveau talent. D'accord, si tu veux. Et maintenant, il se retrouve ministre. Il se retrouve ministre de quoi? Vas-y, tu sais pas? Il est pas de l'enseignement supérieur? C'est une blague. Mais c'est une vraie blague. Faut arrêter. Faut arrêter tout de suite. C'est des gens qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Jamais. Les trois quarts des politiques, peut-être plus que les trois quarts d'ailleurs, sont des gens qui n'ont jamais travaillé. Ils sont politiques depuis quasiment leur naissance. Un gars comme notre peut-être futur ministre, Mélenchon. Mélenchon, c'est un type qui, depuis ses 16 ans, milite et n'a jamais rien fait. 58 ans de carrière politique. Donc payé par nous, hein, je rappelle, tout de même. Bon. Non, mais ce qui est intéressant, c'est 58 ans. Donc il doit avoir, bougez pas, il doit avoir 70 ans ou 75 ans. Pourquoi il ne prend pas sa retraite, cet imbécile? Puisque le travail est tellement pénible. Pourquoi, lui, il veut que les gens prennent la retraite à 60 ans, mais vous remarquez que cette loi ne s'applique jamais aux politiques. Hein. Écoute... Pourquoi ça doit être très pénible de travailler comme d'être dans la politique depuis 58 ans. Il faut le mettre à la retraite, le pauvre garçon. Il doit être épuisé. Mais moi, je travaille parce qu'il y a des gens qui me payent et qui sont contents de me payer. Et parce que parfois je leur fais gagner de l'argent, parfois je leur en fais perdre aussi, mais enfin ça on va pas parler. Mais donc grosso modo, je travaille parce que je prends l'avion à 6h du matin je regarde le soleil se lever par le hublot pour aller trouver des clients à Zurich ou je sais pas où. Donc ça fait des années que quand je me lève à 6h du matin, je vous assure, il n'y a pas beaucoup de fonctionnaires dans l'avion. Donc encore une fois... C'est pas marqué sur leur front quand même. Oh si, c'est marqué. Aussi, c'est marqué. Non, mais en fait, quand tu es entrepreneur comme nous, tu as une sanction. Hein. C'est-à-dire, si tu fais on fait faillite. Tu fais faillite. Un politique, il n'a jamais de sanction, par définition. Parce que si jamais il est débarqué à un moment ou à un autre, et alors il faut vraiment qu'il en ait fait une grosse, hein, une très très grosse, si jamais il est débarqué, qu'est-ce qu'on fait? On va le recycler. Il y a l'Europe. C'est la poubelle jaune de la politique, tu sais. Donc on va le recycler. On le met à un poste où le gars, il va finir sa carrière, payer 350 000 balles par an, à rien foutre. Et donc, comment veux-tu que ces gens-là, qui n'ont jamais aucune sanction, tu mets un Bruno Le Maire dans une entreprise privée, il tient pas 2 semaines. Hein. Gabriel Attal, me dit la communauté. Gabriel Attal, ministre de l'Action et des Comptes Publics. C'est ça? C'est les comptes publics, hein, c'est encore pire. Il sait pas compter, le garçon. Il vient à peine de sortir du CP. Enfin, je veux dire, non. Arrêtons un peu. Il y a un phénomène qui se passe.
en France qui est très spécial et qui est très spécifique à la France et à l'Afrique noire d'une certaine façon, mais c'est que vous avez en France un système où vous avez les grands corps de l'État, là, vous savez, vous passez des grands cours. Si vous êtes des grands corps de l'État, vous pouvez vous présenter aux élections. Si vous êtes élu, votre carrière continuera à avancer tranquillement pendant que vous êtes élu. Bon. Et puis si vous êtes battu, vous retournez dans votre grand corps à l'endroit où vous auriez dû être si vous étiez resté. Or, dans toutes les grandes démocraties historiques, la Suisse, l'Allemagne, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le fonctionnaire est inéligible. C'est-à-dire qu'il peut se présenter, mais il donne sa démission de la fonction publique pour toujours, et il ne revient jamais. Donc là, vous avez des gars, c'est pile je gagne, face je gagne. Et donc, on se retrouve à la tête de la France avec une série de gars qui sont tous fonctionnaires. Et la définition du fonctionnaire, c'est celui qui n'aime pas prendre de risques, parce que s'il aimait prendre des risques, il ferait autre chose. Et donc, ils suivent une politique pour ne pas prendre de risques. Et grosso modo, ce qui s'est passé depuis Giscard, à peu près, c'est que vous avez 3 étages dans un pays. Vous avez le peuple, vous avez la fonction publique qui fait marcher l'État, qui est une machine très compliquée, et tout en haut, vous avez la fonction politique, et le rôle de la fonction politique, c'est que le roi soit foudroyé quand il fait une connerie. Pétain est foudroyé. Et c'est très bien, c'est comme ça que ça doit être. La fonction politique, c'est le gars, c'est le paratonnerre, c'est celui qui est foudroyé s'il fait une connerie. Bon, ça me paraît très bien. Mais depuis les années Giscard, la fonction politique a disparu. La fonction administrative a bouffé la fonction politique. Nous n'avons plus de fonction politique en France. Il n'y a plus d'hommes qui veulent faire de la politique. Vous avez que des demi-eunuques, pardon, il n'y a pas d'S. Il y a des demi-eunuques qui sont là et qui se poussent les uns les autres, mais qui n'ont aucune capacité à prendre des risques. Et donc, ce sont tous des gars qui enterrent les talents. Ils enterrent les talents, et la France se demande de quoi elle crève. Mais elle crève de sa fonction publique.